Avez-vous déjà ressenti cette paralysie? Cette immobilité glaciale qui s'empare de votre corps lorsque vous êtes sur le point de prendre une décision? 78% des enfants développent une peur pathologique de l'échec avant l'âge de 10 ans. Un chiffre qui ne fait qu'augmenter. Une épidémie silencieuse qui dévore l'âme de nos sociétés modernes. Bienvenue dans les abysses de l'esprit humain, où la peur de décevoir se transforme en terreur existentielle. Cette peur n'est pas naturelle. Elle est implantée, cultivée, nourrie par un système qui valorise la perfection illusoire au détriment de l'authenticité. Dans chaque regard désapprobateur d'un parent, dans chaque soupir d'un professeur, dans chaque comparaison toxique, se trouve la graine d'une anxiété qui pourrait consumer toute une vie. La terreur de déplaire n'est pas simplement une timidité passagère. C'est un poison qui s'infiltre dans les veines psychiques de l'enfant, transformant sa curiosité naturelle en méfiance, sa spontanéité en calcul constant, son audace en conformisme pathologique. Ce que nous allons explorer aujourd'hui n'est pas un simple trouble anxieux catalogué dans un manuel de psychiatrie, c'est une blessure fondamentale de l'âme humaine, un sabotage du développement naturel de la conscience. La psychologie moderne a donné un nom clinique à cette condition, l'attichiphobie, la peur irrationnelle de l'échec. Mais derrière ce terme aseptisé se cache une réalité bien plus sombre, bien plus profonde, qui touche au fondement même de notre identité. Les neurosciences contemporaines nous révèlent une vérité inquiétante. Le cerveau d'un enfant soumis à la pression constante de la perfection présente les mêmes schémas d'activation que celui d'une personne en état de menace vitale. L'université de Stanford a démontré que l'amygdale, cette structure cérébrale primitive responsable de nos réactions de peur, s'hypertrophie chez les enfants soumis à des attentes parentales excessives. La peur de décevoir active les mêmes circuits neurologiques que la peur de mourir. Dans l'esprit de l'enfant perfectionniste, une erreur n'est pas simplement une erreur, c'est une menace existentielle. Le docteur Carol Dweck, pionnière de la recherche sur l'état d'esprit, a mis en lumière comment cette peur s'installe progressivement. Ses travaux révèlent que les enfants à qui l'on dit constamment qu'ils sont intelligents ou doués développent paradoxalement une plus grande peur de l'échec que ceux que l'on félicite pour leurs efforts. Pourquoi ? Parce que l'intelligence perçue comme un trait fixe devient une prison. Chaque défi devient un test de cette intelligence supposée, chaque erreur une preuve potentielle de son absence. L'enfant commence alors à éviter les défis, à préférer les chemins sûrs, à sacrifier sa croissance sur l'autel de l'image parfaite qu'il doit maintenir. Cette condition n'est pas nouvelle. Les traditions spirituelles anciennes parlaient déjà de ce phénomène, bien avant l'avènement de la psychologie moderne. Dans le bouddhisme, on l'appelle l'attachement au résultat, considéré comme l'une des principales sources de souffrance. L'enseignement zen nous rappelle que l'esprit du débutant contient toutes les possibilités, celui de l'expert très peu. L'enfant naturel ne craint pas l'échec. Cette peur est apprise, transmise, héritée comme un fardeau transgénérationnel. La philosophie stoïcienne, par la voix de Sénèque, nous avertissait déjà « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » L'enfant qui a peur d'échouer vit dans une prison invisible dont il a lui-même avalé la clé. Une prison dont les barreaux sont forgés par les attentes perçues des autres, par les standards impossibles d'une société malade de perfection. Les signes sont là, visibles pour qui sait regarder. Observez l'enfant qui s'excuse constamment, même lorsqu'il n'a commis aucune faute. Regardez son regard qui cherche incessamment l'approbation avant d'avancer. Écoutez son langage parsemé de « je ne sais pas si c'est bien », de « peut-être que je me trompe », de « désolé de déranger ». Voyez ces cahiers impeccables, sans rature, témoins silencieux d'une anxiété qui l'empêche d'expérimenter librement. Ces enfants marchent sur des œufs dans leur propre vie, terrifiés à l'idée de faire un pas de travers. La procrastination n'est pas de la paresse, c'est de la peur cristallisée. Le perfectionnisme n'est pas une quête d'excellence, c'est une fuite désespérée de la médiocrité perçue. L'enfant qui ne lève jamais la main en classe malgré sa connaissance de la réponse n'est pas timide. Il est terrorisé par le jugement, paralysé par la possibilité infime de se tromper aux yeux des autres. Ce phénomène transcende l'individu. Il contamine des familles entières, créant des systèmes où la valeur d'une personne est conditionnée à sa performance. Des générations entières transmettent ce poison psychique. Dans notre famille, on ne fait pas d'erreur. Nous avons une réputation à maintenir. Que vont penser les autres ? Ces phrases apparemment anodines sont des armes de destruction massive pour l'estime de soi authentique d'un enfant. Pour se protéger de cette terreur, l'enfant développe des mécanismes de défense sophistiqués mais profondément dysfonctionnels. L'auto-sabotage devient une stratégie inconsciente. Échouer volontairement pour contrôler l'échec inévitable, l'évitement systématique de toute situation à risque, transforme la vie en un minuscule territoire sécurisé mais stérile. Le masque de compétence cache une insécurité fondamentale qui ronge l'être de l'intérieur, comme un cancer de l'âme qui métastase silencieusement.
La vérité est telle que cette peur de déplaire est un fantôme, une illusion qui prend sa source dans une conception erronée de l'amour. L'enfant croit, à tort, que l'amour qu'il reçoit est conditionné à sa performance, que sa valeur dépend de ses résultats, que son droit d'exister doit être constamment mérité. Cette croyance toxique s'installe comme une vérité fondamentale dans son esprit en développement, créant une fissure dans le fondement même de son identité. Une blessure primordiale qui saignera à chaque défi, à chaque évaluation, à chaque regard perçu comme jugeant. Au cœur de cette obscurité psychologique se trouve peut-être la plus grande tragédie humaine, la confusion entre ce que l'on fait et ce que l'on est. L'enfant qui a peur d'échouer n'a pas simplement peur de faire une erreur, il a peur d'être une erreur. Entendez-vous ce craquement ? C'est le son d'un esprit qui se fissure sous la pression, le bruit silencieux d'une âme qui s'effrite derrière le sourire parfait d'un enfant modèle. 92% des jeunes suicidaires présentaient des signes de perfectionnisme extrême. Derrière chaque façade impeccable se cache souvent un abîme de terreur. Le masque de la perfection, prison invisible aux barreaux plus solides que l'acier. Ce masque n'est pas porté par choix, mais par nécessité perçue. Il se forme lentement, couche après couche, comme un exosquelette protecteur contre le regard supposément jugeant du monde. L'enfant apprend très tôt que certaines émotions sont acceptables et d'autres non, que certains comportements sont valorisés et d'autres punis, que certains aspects de lui-même sont dignes d'être montrés et d'autres doivent rester cachés dans l'ombre de la honte. Le masque commence comme un simple filtre social et finit par devenir une seconde peau, au point que l'enfant lui-même ne sait plus distinguer entre ce qu'il est réellement et ce qu'il projette. La psychologie des profondeurs nous révèle un mécanisme inquiétant. Ce que Carl Jung appelait la persona, cette interface sociale que nous développons tous, devient chez l'enfant terrorisé par l'échec une structure hypertrophiée qui étouffe le soi véritable. Les recherches du docteur James Hollis montrent comment cette dissociation entre le masque et l'être authentique crée une fracture interne, source de dépression inexpliquée, d'anxiété flottante et de ce sentiment d'imposture qui hante tant d'adultes réussis. L'enfant perfectionniste devient un expert en camouflage émotionnel. Il apprend à sourire quand il souffre, à acquiescer quand il doute, à se conformer quand il voudrait se rebeller. Il développe une hypersensibilité aux micro-expressions de désapprobation, un sourcil légèrement froncé, une intonation subtilement critique, un silence un peu trop long après une de ses actions. Son système nerveux est constamment en état d'hypervigilance, scannant l'environnement à la recherche de signes de rejet potentiels, comme un animal traqué qui ne peut jamais vraiment se reposer. Les neurosciences cognitives confirment cette réalité physiologique. L'IRM fonctionnel montre que le cerveau de ces enfants présente une activation chronique des circuits de menace et une sous-activation des zones liées à la récompense et au plaisir. L'université de Berkeley a documenté comment cette configuration neuronale altère la capacité même à ressentir la joie authentique. Le perfectionnisme pathologique ne vole pas seulement la paix mentale, il vole la capacité fondamentale au bonheur. Cette condition n'est pas sans rappeler les observations des maîtres zen sur l'esprit du débutant. Dans la tradition bouddhiste, on considère que l'attachement à l'image de soi est l'une des plus grandes sources de souffrance. L'enfant qui a internalisé la peur de déplaire est prisonnier de cet attachement toxique à une image impossible à maintenir. Le taoïsme parle du Wei Wu Wei, l'action sans effort, cet état naturel qui devient inaccessible à l'enfant constamment préoccupé par l'évaluation externe de ses actions. Le philosophe Martin Buber distinguait deux types de relations. Le je-tu, authentique et présent, et le je-cela, instrumental et calculateur. L'enfant perfectionniste est condamné à vivre dans le mode je-cela, transformant chaque interaction en une transaction où son acceptation est la monnaie qu'il doit constamment gagner. Les autres deviennent des juges potentiels plutôt que des compagnons de voyage, des menaces plutôt que des alliés. Les signes de cette condition sont aussi subtils que dévastateurs. Observez l'enfant qui ne peut supporter la moindre critique, dont le visage se décompose à la mention d'une erreur mineure. Remarquez celui qui passe des heures sur un devoir, effaçant et recommençant sans cesse jusqu'à l'épuisement. Écoutez l'enfant qui se déprécie systématiquement, utilisant l'autocritique comme bouclier préventif contre la critique externe. Si je me punis d'abord, peut-être serez-vous plus clément. Cette stratégie inconsciente révèle la profondeur de la blessure. Le langage corporel trahit ce que les mots cachent. Épaules tendues en permanence, respiration superficielle, regard qui cherche constamment l'approbation, incapacité à se détendre véritablement, même dans un environnement sécurisé. Le corps de l'enfant porte la signature énergétique de sa terreur invisible. La psychosomatique n'est pas une métaphore. Maux de tête chroniques, troubles digestifs, eczéma qui apparaît avant chaque évaluation scolaire. Le corps parle ce que l'esprit ne peut formuler. Ce phénomène transcende l'individu pour devenir un champ morphique familial, pour reprendre le concept de Rupert Sheldrake.
Des familles entières fonctionnent dans une matrice de perfection forcée, où la valeur de chaque membre est inconsciemment mesurée à l'aune de sa capacité à maintenir l'illusion collective. Notre famille ne connaît pas l'échec. Cette phrase, prononcée avec fierté, est en réalité l'énoncé d'une malédiction transgénérationnelle. Les archétypes familiaux de l'enfant modèle, du premier de classe, du prodige, deviennent des moules identitaires étouffants qui perpétuent le cycle de la souffrance masquée. La distorsion cognitive au cœur de cette condition est ce que les psychologues appellent la pensée dichotomique, ou penser en tout ou rien. Pour l'enfant terrorisé par l'échec, il n'existe que deux états possibles, la perfection totale ou l'échec absolu. Cette perception binaire transforme chaque petite erreur en catastrophe identitaire. Le psychologue David Burns a identifié cette distorsion comme l'un des piliers de la dépression clinique. Ce n'est pas un hasard si tant d'enfants perfectionnistes développent des troubles dépressifs à l'adolescence. Pour se protéger de cette terreur existentielle, l'enfant développe des stratégies d'adaptation qui finissent par devenir des prisons psychologiques. La procrastination perfectionniste est l'une d'elles. Ne jamais commencer pour ne jamais finir pour ne jamais être jugé. Le surinvestissement dans des domaines de compétences étroits en est une autre. Devenir extraordinaire dans un domaine précis pour compenser le sentiment d'inadéquation générale. La critique préemptive des autres est une troisième. Attaquer avant d'être attaqué, juger avant d'être jugé. L'ironie cruelle est que ces mécanismes de défense conçus pour protéger l'enfant de la douleur du rejet finissent par créer exactement ce qu'ils étaient censés éviter. L'isolement, l'incompréhension, la distance émotionnelle. Le perfectionniste s'enferme dans une tour d'ivoire qu'il a lui-même construite, pierre après pierre, avec les matériaux de sa peur. Le concept bouddhiste de Shenpa décrit parfaitement ce mécanisme. L'accrochage, cet instant où nous sommes happés par une réaction émotionnelle qui nous entraîne dans une spirale de comportement automatique. L'enfant perfectionniste vit dans un état perpétuel de Shenpa, incapable de lâcher prise face à la possibilité toujours présente de l'échec. Cette condition ne se limite pas à la sphère individuelle. Elle contamine les relations, transforme l'amour en performance, l'intimité en évaluation constante. L'enfant qui a peur de déplaire devient un adulte incapable de vulnérabilité authentique, prisonnier de la croyance que l'amour doit être mérité plutôt que simplement reçu. Ces relations deviennent des extensions de son perfectionnisme, partenaires idéalisés puis dévalués lorsqu'ils révèlent leur humanité imparfaite, enfants sur qui se projette la même exigence toxique, créant ainsi le cycle infernal de la transmission transgénérationnelle. Pour se libérer de cette prison invisible, l'enfant, ou l'adulte qu'il est devenu, doit entreprendre un voyage héroïque vers son ombre, cette partie de lui-même qu'il a appris à rejeter, à craindre, à mépriser. Il doit confronter cette vérité fondamentale. La perfection n'est pas seulement impossible, elle est indésirable. La vie authentique naît des fissures, des erreurs, des imperfections assumées. Comme le dit le concept japonais du kintsugi, l'art de réparer les poteries brisées avec de l'or, c'est dans nos brisures que se révèle notre véritable beauté. Silence. Écoutez attentivement. Entendez-vous cette voix minuscule qui pleure au fond de votre conscience ? C'est l'enfant intérieur qui suffoque sous le poids des attentes impossibles. Une étude récente de l'Université de Toronto révèle que 67% des adultes performants portent en eux un enfant intérieur blessé par la terreur de l'échec. La peur de déplaire n'est pas simplement un trait de caractère, c'est une fracture profonde de l'âme qui ne guérit jamais complètement. Cet enfant intérieur n'est pas une simple métaphore poétique. La neuroscience moderne confirme ce que les psychanalystes soupçonnaient. Notre cerveau conserve, encodé dans ses circuits neuronaux, les empreintes émotionnelles de nos expériences précoces. Le docteur Dan Siegel, psychiatre spécialiste de la neurobiologie interpersonnelle, a démontré comment les traumatismes liés à la peur de l'échec créent des schémas d'activation qui persistent à l'âge adulte, influençant nos décisions, nos relations et notre perception de nous-mêmes à notre insu. L'IRM fonctionnel révèle un phénomène fascinant. Lorsqu'un adulte perfectionniste fait face à une situation d'évaluation, les zones cérébrales activées sont identiques à celles d'un enfant terrorisé. C'est comme si le temps s'était figé dans ses circuits neuronaux, maintenant l'individu dans un état perpétuel de vulnérabilité enfantine face au jugement. L'adulte peut intellectuellement comprendre que l'échec n'est pas fatal, mais son système nerveux continue de réagir comme si sa survie était menacée. Les recherches en épigénétique nous offrent une perspective encore plus troublante. La peur chronique de déplaire peut modifier l'expression de nos gènes, particulièrement ceux liés à la régulation du stress. Une étude de l'Université de Montréal a démontré que les enfants élevés dans des environnements où la perfection est constamment exigée présentent des modifications épigénétiques du gène NR3C1, impliqué dans la régulation du cortisol. En d'autres termes, la terreur de l'échec ne marque pas seulement notre psyché, elle s'inscrit dans notre biologie la plus intime. Cette blessure fondamentale trouve un écho dans les traditions spirituelles anciennes.
Le concept hindou de samskara désigne ces empreintes psychiques qui déterminent nos tendances comportementales. La peur de déplaire peut être comprise comme un samskara particulièrement puissant, formé dans les premières années de vie, et qui continue d'influencer toute notre existence si nous ne parvenons pas à le reconnaître et à le transformer. Dans la tradition jungienne, cette blessure correspond à l'activation de l'archétype de l'enfant divin vulnérable, cette partie de notre psyché qui porte notre potentiel créatif, mais aussi notre vulnérabilité fondamentale. Lorsque cet archétype était blessé par des exigences parentales excessives ou inappropriées, l'individu développe ce que Jung appelait un complexe, une constellation d'émotions, de souvenirs et de croyances qui fonctionnent de manière autonome dans l'inconscient, sabotant nos efforts conscients de développement. Les signes de cette blessure de l'enfant intérieur sont subtils mais omniprésents. Observez cette anxiété qui monte en vous face à une tâche nouvelle, cette voix intérieure qui murmure incessamment « ce n'est pas assez bien ». Remarquez la fatigue chronique qui accompagne vos efforts, ce sentiment d'épuisement qui vient non pas de l'effort lui-même, mais de la tension perpétuelle entre vos attentes et votre performance. Écoutez cette autocritique impitoyable qui ne vous accorde jamais le droit à l'erreur, cette voix intériorisée d'un parent ou d'un enseignant qui continue de vous juger des décennies après. Le corps garde la trace de ce traumatisme développemental. Le docteur Bessel van der Kolk, psychiatre spécialiste du trauma, a documenté comment la peur chronique s'inscrit dans notre posture, notre respiration, notre capacité à ressentir et à habiter pleinement notre corps. L'enfant terrorisé par l'échec apprend à se dissocier de ses sensations corporelles, créant une fracture entre l'esprit et le corps qui persiste à l'âge adulte. Cette dissociation explique pourquoi tant de perfectionnistes ignorent les signaux d'alarme de leur corps jusqu'à l'effondrement physique ou psychique. Cette blessure transcende l'individu pour s'inscrire dans nos relations. L'adulte qui porte un enfant intérieur brisé par la peur de déplaire développe des modèles relationnels dysfonctionnels. Hypervigilance aux signes de désapprobation, besoin insatiable de validation externe, difficulté à établir des limites saines. Le concept d'attachement anxieux en psychologie développementale décrit parfaitement cette configuration. L'individu oscille entre la recherche désespérée d'approbation et la terreur d'être abandonné s'il ne répond pas parfaitement aux attentes perçues de l'autre. Ce phénomène s'inscrit également dans la dimension collective. Notre société moderne, avec sa glorification de la performance et sa culture de l'évaluation permanente, est un terreau fertile pour cette blessure psychique. Des systèmes éducatifs entiers sont construits sur la prémisse que l'échec doit être évité à tout prix, que la valeur d'un enfant peut être réduite à une note, un classement, une évaluation. Nous créons collectivement les conditions d'une épidémie de perfectionnisme pathologique. Pour se protéger de cette souffrance fondamentale, l'enfant intérieur développe des mécanismes de défense sophistiqués. Le perfectionnisme devient une armure, l'évitement une stratégie de survie, le contrôle obsessionnel, une tentative désespérée de prévenir toute possibilité d'échec. Ces mécanismes, conçus initialement comme des solutions adaptatives à un environnement perçu comme menaçant, deviennent progressivement des prisons psychologiques qui limitent notre potentiel et notre joie de vivre. La psychologue Alice Miller, dans son œuvre majeure, Le drame de l'enfant doué, décrit avec précision comment l'enfant sensible et intuitif devient particulièrement vulnérable à cette blessure. Sa capacité à percevoir les attentes implicites des parents, combinée à son désir naturel de plaire, crée les conditions parfaites pour le développement d'un faux self, cette façade adaptative qui finit par étouffer l'authenticité. L'enfant, trop sage, trop mature pour son âge, souvent admiré socialement, est en réalité un enfant qui a appris à sacrifier ses besoins authentiques sur l'autel des attentes parentales. Le psychiatre Donald Winnicott distinguait le vrai self du faux self, ce dernier étant une structure défensive qui émerge lorsque l'environnement ne répond pas adéquatement aux besoins développementaux de l'enfant. L'enfant terrorisé par l'échec développe un faux self hypertrophié, une personnalité construite entièrement autour de la capacité à plaire et à performer. Cette structure psychique peut mener à des réussites sociales impressionnantes tout en masquant un vide intérieur abyssal, ce que Winnicott appelait le sentiment de futilité. Cette impression tenace que nos accomplissements n'ont aucun sens véritable, qu'ils ne touchent pas notre être authentique. Pour guérir cette blessure primordiale, un travail profond de reconnexion avec l'enfant intérieur était nécessaire. Ce processus, que les psychologues analytiques appellent individuation, implique de reconnaître et d'intégrer les parties rejetées de nous-mêmes, particulièrement cette vulnérabilité fondamentale que nous avons appris à craindre et à mépriser. Il s'agit d'un processus paradoxal. C'est en acceptant pleinement notre imperfection que nous nous libérons de la tyrannie du perfectionnisme. Les traditions contemplatives offrent des outils précieux pour ce travail. La pratique de la pleine conscience, mindfulness, permet de créer un espace d'observation bienveillante de nos schémas réactifs. La méditation de l'amour bienveillant, metta, nous aide à développer la compassion envers nous-mêmes que nous n'avons pas reçue dans notre enfance.
Ces pratiques ne sont pas de simples techniques de relaxation. Elles sont des voies de transformation profonde de notre relation à nous-mêmes et à l'échec. La neuroplasticité, cette capacité du cerveau à se reconfigurer tout au long de la vie, offre une lueur d'espoir scientifique. Les travaux du Dr Richard Davidson montrent que des pratiques régulières de compassion et de pleine conscience peuvent littéralement reconfigurer les circuits neuronaux impliqués dans notre réponse au stress et à l'échec. En d'autres termes, même les blessures les plus anciennes peuvent être guéries, même les schémas les plus enracinés peuvent être transformés. Ce processus de guérison n'est pas linéaire. Il implique des retours en arrière, des moments de régression, des périodes où la peur de déplaire ressurgirait avec une intensité déconcertante. C'est le chemin du héros décrit par Joseph Campbell, un voyage initiatique qui nous confronte à nos démons intérieurs pour nous permettre de renaître plus complet, plus authentique, plus vivant. Regardez autour de vous. Voyez ces sourires figés, ces performances impeccables, ces vies apparemment parfaites. Savez-vous ce qui se cache derrière ce théâtre social ? Une prison aux barreaux invisible, mais plus solide que l'acier. Une étude de Harvard révèle que 83% des cadres supérieurs souffrent du syndrome de l'imposteur, cette manifestation adulte de la terreur infantile de déplaire. Bienvenue dans l'architecture secrète de nos cages dorées. La prison du perfectionnisme n'est pas construite en un jour. Elle s'édifie lentement, brique par brique, chaque expérience d'humiliation, chaque moment où l'amour semblait conditionné à la performance, chaque comparaison toxique ajoutant un nouveau barreau à cette structure invisible. L'enfant apprend progressivement à craindre non seulement l'échec lui-même, mais la possibilité même de l'échec, développant ce que les psychologues appellent une anxiété anticipatoire, cette capacité à souffrir 1000 fois en imagination avant même d'affronter une situation réelle. Les neurosciences cognitives nous révèlent un phénomène fascinant. Le cerveau de l'individu perfectionniste ne distingue pas clairement entre l'échec réel et l'échec imaginé. Les travaux du docteur Ethan Kross, à l'université du Michigan, démontrent que la simple anticipation d'un jugement négatif active les mêmes circuits neuronaux que l'expérience réelle du rejet social. En d'autres termes, l'enfant terrorisé par l'échec souffre constamment de blessures qui n'existent que dans son imagination, prisonnier d'un futur catastrophique qui ne se matérialise jamais. Cette prison psychologique opère à travers des mécanismes cognitifs bien identifiés par la thérapie cognitive comportementale. Le Dr David Burns a catalogué ces distorsions cognitives qui maintiennent l'individu dans la terreur de déplaire. La généralisation excessive, si j'échoue à cet examen, je suis un échec total. La pensée dichotomique, soit je suis parfait, soit je ne vaux rien. La lecture de pensée, ils vont tous voir que je suis incompétent. La catastrophisation, si je fais cette erreur, ma vie est ruinée. Ces schémas de pensée automatiques forment la structure même de la prison invisible. Cette condition trouve un écho profond dans les traditions philosophiques anciennes. Le stoïcisme nous enseigne que nous souffrons non pas des événements eux-mêmes, mais de nos jugements sur ces événements. Épictète affirmait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont ». L'enfant perfectionniste est prisonnier non pas de ses échecs réels, mais de la signification catastrophique qu'il leur attribue. Dans la tradition bouddhiste, ce phénomène correspond au concept de l'attachement, ou padana, cette tendance à s'agripper désespérément à certaines conditions tout en rejetant violemment d'autres. L'enfant terrorisé par l'échec développe un attachement pathologique à l'idée de perfection, et une aversion tout aussi pathologique pour toute manifestation de son imperfection naturelle. Cette configuration crée ce que le Bouddha appelait dukkha, cette insatisfaction chronique, cette souffrance existentielle qui persiste malgré tous les succès extérieurs. Les signes de cette incarcération psychique sont subtils, mais révélateurs. Observez la personne qui ne peut jamais vraiment célébrer ses succès, immédiatement préoccupée par le prochain défi, le prochain obstacle potentiel. Remarquez celle qui vit dans un état perpétuel de comparaison, toujours à la recherche de preuves de son inadéquation relative. Écoutez ce discours intérieur impitoyable qui transforme chaque accomplissement en pas assez, et chaque erreur en catastrophe identitaire. Le langage corporel trahit cette prison invisible. Tension chronique dans les épaules, mâchoire serrée, respiration superficielle, incapacité fondamentale à se détendre véritablement. Le corps devient lui-même une prison, incapable d'accéder à cet état de fluidité que les psychologues positifs appellent « flow », cette expérience d'immersion totale dans l'activité présente, libérée de l'auto-évaluation constante. Cette prison psychologique contamine toutes les sphères de l'existence. Les relations intimes deviennent des arènes de performance où l'amour doit être constamment mérité, plutôt que simplement reçu. Le travail se transforme en une quête interminable de validation externe, jamais satisfaite malgré les promotions et les reconnaissances. Les loisirs eux-mêmes sont contaminés par l'impératif de performance, transformant ce qui devrait être source de plaisir en une autre occasion de se mesurer et de se trouver insuffisant.
L'ironie cruelle de cette prison est qu'elle est entièrement autoconstruite et auto-maintenue. Comme l'éléphant de cirque qui reste attaché à un petit piquet alors qu'il pourrait facilement l'arracher, l'adulte perfectionniste reste prisonnier de limitations qui n'existent plus que dans son esprit. Les chaînes extérieures ont depuis longtemps disparu, mais les chaînes intérieures demeurent aussi solides que jamais. Pour se protéger des souffrances de cette incarcération, l'individu développe des stratégies d'adaptation qui finissent par renforcer les murs de sa prison. L'évitement devient un mode de vie. Éviter les défis qui présentent un risque d'échec, éviter les relations qui exigent une vulnérabilité authentique, éviter même la conscience de sa propre souffrance à travers diverses formes d'anesthésie, travail compulsif, consommation excessive, distraction numérique. Ces stratégies offrent un soulagement temporaire mais renforcent la structure fondamentale de la prison. Le concept d'autocompassion, développé par la docteure Christine Neff, offre une clé potentielle pour cette prison invisible. Ces recherches démontrent que l'autocompassion, cette capacité à traiter nos propres souffrances et échecs avec la même bienveillance que nous offririons à un ami cher, est inversement corrélée au perfectionnisme pathologique. En d'autres termes, c'est notre propre dureté envers nous-mêmes, cette voix critique intériorisée, qui maintient les barreaux de notre cage. La pleine conscience, mindfulness, représente une autre clé pour cette prison. Jon Kabat-Zinn la définit comme la conscience qui émerge lorsqu'on porte intentionnellement attention au moment présent, sans jugement. Cette capacité à observer nos pensées et émotions sans nous identifier totalement à elles crée un espace de liberté au sein même de la prison perfectionniste. Nous commençons à voir que nous ne sommes pas nos pensées, que nous ne sommes pas nos performances, que notre valeur fondamentale transcende nos échecs et nos succès. Le travail thérapeutique profond implique souvent une confrontation directe avec ce que le psychanalyste Donald Winnicott appelait le faux self, cette façade adaptative construite pour plaire aux autres et éviter le rejet. Ce processus est paradoxal. C'est en acceptant pleinement nos imperfections, nos vulnérabilités et nos limites que nous commençons à nous libérer de la tyrannie du perfectionnisme. C'est en embrassant notre humanité commune, y compris notre droit fondamental à l'erreur, que les murs de la prison commencent à s'effriter. Ce processus de libération n'est pas un événement unique, mais un chemin continuel. Les traditions mystiques parlent de la nuit noire de l'âme, cette traversée du désert psychologique où toutes nos illusions doivent être abandonnées. Pour l'individu perfectionniste, cette nuit noire implique d'abandonner l'illusion de contrôle, l'illusion de la perfection possible, l'illusion que notre valeur dépend de notre performance. C'est un deuil profond, la mort d'une identité construite entièrement autour de la capacité à plaire et à performer. De l'autre côté de ce deuil se trouve une liberté que l'enfant terrorisé par l'échec n'aurait jamais pu imaginer. La liberté d'essayer et d'échouer, la liberté de créer sans garantie de résultat, la liberté d'aimer et d'être aimé, non pas pour ce que l'on fait, mais pour ce que l'on est fondamentalement. C'est l'alchimie ultime, la transformation de la prison en temple, ce lieu sacré où nos blessures deviennent source de sagesse et nos faiblesses portent vers une humanité plus authentique. La véritable libération de cette prison n'est pas l'absence d'échec, mais la capacité à embrasser l'échec comme partie intégrante du voyage humain. Comme l'écrivait Samuel Beckett, « Essayez, échouez, essayez encore, échouez mieux ». C'est peut-être là la définition même de la liberté psychologique. Entendez-vous ce battement cardiaque irrégulier, cette respiration superficielle et anxieuse? C'est le son d'un corps qui paie le prix ultime du perfectionnisme. L'Organisation mondiale de la santé estime que le stress lié à la peur constante de l'échec réduit l'espérance de vie de 7 à 10 ans. Le perfectionnisme n'est pas simplement un trait de caractère, c'est une condition potentiellement mortelle qui exige son tribut en chair, en os, en sang. Le corps ne ment jamais. Alors que l'esprit perfectionniste excelle dans l'art du déni et de la rationalisation, le corps manifeste implacablement la vérité de notre souffrance intérieure. Les recherches en psychoneuroimmunologie révèlent une corrélation alarmante entre perfectionnisme pathologique et dysfonctionnement immunitaire. Le Dr Janice Kickolt-Glaser de l'Université d'Ohio a démontré comment l'activation chronique du système de stress chez les perfectionnistes entraîne une production excessive de cytokines pro-inflammatoires, créant un état d'inflammation systémique low-grade associé à pratiquement toutes les maladies chroniques modernes. Les données épidémiologiques sont sans appel. Les perfectionnistes présentent des taux significativement plus élevés de maladies cardiovasculaires, d'affections auto-immunes, de troubles digestifs fonctionnels et de syndromes douloureux chroniques. Une méta-analyse publiée dans le Journal of Clinical Psychology a établi que le perfectionnisme orienté vers la performance sociale est un facteur prédictif puissant de mortalité précoce, indépendamment des autres facteurs de risque classiques. L'imagerie cérébrale fonctionnelle révèle des anomalies structurelles chez les perfectionnistes chroniques, hypertrophie de l'amygdale, atrophie relative de l'hippocampe, altération de la connectivité entre le cortex préfrontal et les structures limbiques.
Ces modifications neurologiques ressemblent étrangement à celles observées dans le stress post-traumatique, suggérant que vivre sous la tyrannie du perfectionnisme équivaut à subir un traumatisme développemental continu. Cette condition trouve un écho dans les traditions médicinales anciennes. La médecine traditionnelle chinoise associerait cette configuration à un déséquilibre majeur du méridien du foie, organe lié à la planification, à la vision et à la libre circulation du qi, énergie vitale. Lorsque cette énergie est chroniquement bloquée par la peur de l'échec, elle devient ce que les praticiens appellent le feu du foie. Cette irritabilité chronique, cette frustration existentielle, cette incapacité à trouver la paix intérieure malgré tous les accomplissements extérieurs. L'Ayurveda, médecine traditionnelle indienne, verrait dans cette condition un déséquilibre extrême des doshas Vata, principe du mouvement, et Pitta, principe de la transformation, créant un état de Pitta brûlant, cette tendance à l'autoconsommation, à l'épuisement des ressources vitales dans une quête insatiable de perfection. Les praticiens ayurvédiques reconnaîtraient immédiatement les signes de ce déséquilibre. Insomnie, digestion erratique, irritabilité, hypersensibilité, épuisement chronique malgré un esprit hyperactif. Les signes physiques de ce prix payé au perfectionnisme sont visibles pour qui sait regarder. Observez ces tensions chroniques dans la mâchoire, les épaules, le bas du dos, ces armures musculaires que Wilhelm Reich identifiait comme les manifestations somatiques de nos conflits psychiques non résolus. Notez ces troubles digestifs fonctionnels, syndrome de l'intestin irritable, reflux gastro-œsophagien, constipation alternant avec diarrhée, que la médecine psychosomatique moderne reconnaît comme les manifestations viscérales d'un système nerveux chroniquement activé en mode combat-fuite. Écoutez cette respiration superficielle, principalement thoracique, incapable d'engager pleinement le diaphragme. Ce signe révélateur d'un état d'hypervigilance permanente qui maintient le corps en état d'alerte, prêt à faire face à une menace qui n'existe que dans l'esprit. Remarquez ces perturbations du sommeil, difficultés d'endormissement, réveils multiples, sommeil non réparateur, manifestation nocturne d'un esprit incapable de lâcher prise, même dans l'inconscience. Le prix du perfectionnisme transcende le corps individuel pour contaminer nos relations. Le perfectionniste développe ce que les psychanalystes relationnels appellent une compulsion de répétition. Cette tendance inconsciente à recréer dans nos relations adultes les dynamiques toxiques de notre enfance. L'individu terrorisé par l'échec sera irrésistiblement attiré par des partenaires qui réactivent dans ses blessures fondamentales, perpétuant ainsi le cycle de la souffrance et de la validation conditionnelle. Le coût professionnel est tout aussi dévastateur. Contrairement à la croyance populaire, le perfectionnisme chronique n'est pas un atout dans le monde du travail. Il est un handicap majeur. Les recherches en psychologie organisationnelle démontrent que les perfectionnistes pathologiques présentent des taux plus élevés d'épuisement professionnel, de présentéisme improductif, de conflits interpersonnels et de rigidité cognitive. Leur incapacité à déléguer, à prioriser et à accepter l'inévitable imperfection des processus humains les transforme en goulot d'étranglement organisationnel plutôt qu'en moteur d'excellence. Le prix créatif est peut-être le plus tragique. Le perfectionnisme est l'ennemi juré de la créativité authentique, qui exige par définition la capacité à explorer, expérimenter, échouer et apprendre. Les neurosciences de la créativité révèlent que l'innovation véritable émerge précisément dans cet espace de liberté psychologique, où l'échec est perçu non comme une menace existentielle, mais comme une information précieuse, une étape nécessaire du processus créatif. L'individu terrorisé par l'échec s'interdit cet espace d'exploration, s'emprisonnant dans des formules éprouvées qui garantissent un niveau minimal de performance, mais excluent toute possibilité de génie véritable. Pour se protéger de ce tribut exorbitant, l'individu perfectionniste développe des mécanismes compensatoires qui finissent par aggraver sa condition. L'automédication devient un refuge temporaire. Alcool pour calmer l'anxiété chronique, caféine pour contrer l'épuisement, somnifères pour forcer un repos que le corps ne peut trouver naturellement. Ces substances offrent un soulagement à court terme, mais créent une dépendance physiologique et psychologique, qui ajoute une nouvelle couche de souffrance à une existence déjà fragilisée. Le docteur Gabor Maté, spécialiste des addictions et des maladies psychosomatiques, identifie le perfectionnisme comme un facteur de risque majeur dans le développement de dépendance comportementale et chimique. Son concept de dépendance comme automédication d'un traumatisme s'applique parfaitement aux perfectionnistes, qui tentent désespérément d'échapper à une douleur psychique devenue insupportable. La psychologie positive, avec son concept de force de caractère, nous offre une perspective éclairante sur le perfectionnisme. Martin Seligman et Christopher Peterson identifient l'excellence comme une vertu authentique, mais distinguent clairement cette quête saine d'amélioration du perfectionnisme pathologique. L'excellence véritable naît de l'amour du processus lui-même, de l'engagement intrinsèque dans une activité qui nous nourrit. Le perfectionnisme, en revanche, est motivé par la peur, par l'évitement de la honte et du rejet, transformant chaque entreprise en une épreuve anxiogène plutôt qu'en une occasion d'épanouissement.
Les thérapies corps-esprit offrent des voies prometteuses pour traiter les manifestations physiques du perfectionnisme. La méthode Feldenkrais, avec son approche d'éducation somatique, permet de prendre conscience des schémas de tension chronique et de développer de nouvelles possibilités de mouvement et d'être. Le yoga thérapeutique, particulièrement dans sa dimension restaurative, offre au système nerveux suractivé l'occasion de réapprendre l'état de repos. Cette capacité fondamentale que le perfectionniste a souvent perdue depuis l'enfance. La thérapie cognitivo-comportementale de troisième vague, notamment la thérapie d'acceptation et d'engagement, ACT, propose un cadre thérapeutique particulièrement adapté au perfectionnisme. En encourageant la diffusion cognitive, cette capacité à observer nos pensées sans nous y identifier totalement, et en développant la flexibilité psychologique, cette capacité à persister ou à changer de comportement en fonction de nos valeurs plutôt que de nos peurs, l'ACT offre des outils concrets pour démanteler la prison perfectionniste. Le concept de rétablissement, recovery, emprunté au programme en 12 étapes, peut également éclairer ce processus de guérison. Le perfectionniste doit accepter son impuissance face à sa condition, reconnaître les dommages qu'elle a causés à lui-même et aux autres, et entreprendre un inventaire moral honnête des motivations profondes qui sous-tendent ses comportements compulsifs. Cette démarche, bien que douloureuse, ouvre la voie à une forme d'humilité thérapeutique, cette reconnaissance que nous sommes fondamentalement imparfaits, limités, et que c'est précisément dans cette imperfection assumée que réside notre humanité commune. Le chemin vers la guérison du perfectionnisme n'est pas l'abandon de toute aspiration à l'excellence, mais la transformation de la motivation qui sous-tend cette quête. Il s'agit de passer de la performance motivée par la peur à la performance motivée par l'amour. L'amour du processus lui-même, l'amour de la croissance authentique, l'amour de notre humanité fondamentalement imparfaite, mais infiniment précieuse, comme l'écrivait le poète Rainer Maria Rilke. Soyez patient envers tout ce qui n'est pas résolu dans votre cœur. Aimez les questions elles-mêmes. Sans peut-être est-ce là la clé ultime pour transformer le prix exorbitant du perfectionnisme en investissement dans une vie pleinement vécue, pleinement ressentie, pleinement humaine. Silence. Respirez profondément. Sentez-vous cet espace infime entre stimulus et réponse, entre la perception d'un échec potentiel et la réaction automatique de terreur. C'est dans cet espace microscopique que réside votre liberté. Une étude longitudinale de l'université de Berkeley révèle que 91% des perfectionnistes chroniques qui ont trouvé la guérison décrivent une expérience de mort et renaissance psychologique. La libération de la terreur de déplaire n'est pas une simple amélioration, c'est une métamorphose fondamentale de l'être. Cette transformation ne suit pas une trajectoire linéaire. Elle s'apparente davantage à ce que les alchimistes médiévaux appelaient le grand œuvre, cette transmutation mystérieuse où la matière grossière, prima materia, de notre souffrance se transforme en or philosophal de la sagesse. Le processus implique des phases distinctes que les psychologues transpersonnels comme Stanislav Grof ont cartographiées. Désintégration des structures psychiques obsolètes, traversée du vide existentiel, et finalement, réintégration à un niveau supérieur de conscience et d'être. Les neurosciences de la plasticité cérébrale offrent une validation scientifique de cette possibilité de transformation. Le docteur Richard Davidson, pionnier de la neuroplasticité, a démontré comment des pratiques contemplatives soutenues peuvent littéralement reconfigurer les circuits neuronaux impliqués dans notre réponse émotionnelle à l'échec. L'IRM fonctionnel révèle que les méditants expérimentés traitent l'information relative à l'échec dans des régions cérébrales associées à l'apprentissage objectif, plutôt que dans les zones liées à la menace identitaire. En d'autres termes, leur cerveau perçoit l'échec comme une information utile plutôt que comme une condamnation existentielle. La psychologie positive, avec son concept de croissance post-traumatique, nous offre un cadre pour comprendre comment la souffrance liée au perfectionnisme peut devenir un catalyseur de développement psychologique profond. Les travaux du docteur Richard Tedeschi montrent que les individus qui traversent et transcendent des crises existentielles rapportent souvent des changements positifs dans 5 domaines. Une plus grande appréciation de la vie, des relations plus profondes, un sentiment accru de force personnelle, la découverte de nouvelles possibilités et une croissance spirituelle significative. Cette voie de libération trouve un écho dans les traditions spirituelles anciennes. Le concept bouddhiste de lâcher prise, nekkhamma, est particulièrement pertinent pour le perfectionniste. Il ne s'agit pas d'un abandon passif, mais d'un acte profondément courageux. Renoncer à l'illusion de contrôle, à l'identification excessive aux résultats, à la croyance que notre valeur dépend de notre performance. Comme l'enseigne le zen, c'est en abandonnant la quête de perfection que nous découvrons la perfection inhérente à chaque moment, à chaque expérience, à chaque manifestation de notre humanité fondamentale. Le concept taoïste du Wu Wei, l'action sans effort, ou l'action dans la non-action, offre une autre perspective libératrice.
Il décrit cet état de fluidité où l'action émerge naturellement de notre alignement avec le moment présent, libre des contraintes du mental calculateur et de l'ego perfectionniste. Les neurosciences modernes confirment la réalité de cet état à travers le concept de flow développé par Mihaly Csikszentmihalyi. Cette expérience d'immersion totale dans l'activité présente où le temps semble s'altérer et où la conscience de soi s'efface temporairement. Les signes de cette libération en cours sont subtils, mais profondément significatifs. Observez cette capacité naissante à rire de vos propres erreurs, cette légèreté qui remplace progressivement la lourdeur existentielle du perfectionnisme. Notez ces moments où vous choisissez consciemment l'imperfection, non par négligence, mais par reconnexion avec l'essentiel, avec ce qui mérite véritablement votre énergie vitale limitée. Remarquez cette transformation subtile de votre relation à l'échec. De catastrophe identitaire, il devient progressivement une source d'informations précieuses, une invitation à la croissance, une expression même de votre humanité. Le corps est souvent le premier à manifester les signes de cette libération. Une respiration qui s'approfondit naturellement, engageant pleinement le diaphragme. Des tensions chroniques qui se dissolvent progressivement, révélant des possibilités de mouvement et d'expression que vous ignoriez posséder. Un sommeil qui retrouve sa qualité réparatrice, signe d'un système nerveux qui réapprend à alterner harmonieusement entre activation et repos. Ces changements physiologiques ne sont pas simplement des bénéfices secondaires de la guérison. Ils en sont les manifestations tangibles, la preuve vivante que la transformation s'inscrit non seulement dans votre psyché, mais dans la chair même de votre existence. Cette libération transcende l'individu pour transformer profondément nos relations. Libéré de la terreur de déplaire, vous découvrez une capacité nouvelle à l'intimité authentique. Cette rencontre véritable, où vous n'avez plus besoin de vous cacher derrière le masque de la perfection, où votre vulnérabilité devient une force plutôt qu'une faiblesse, où l'amour n'est plus conditionné à la performance mais ancré dans la reconnaissance mutuelle de votre humanité fondamentale. Pour faciliter ce processus de libération, certaines pratiques se révèlent particulièrement puissantes. La pleine conscience, mindfulness, offre un antidote direct au perfectionnisme en cultivant notre capacité à observer nos schémas réactifs sans nous y identifier totalement. Jon Kabat-Zinn la définit comme la conscience qui émerge lorsqu'on porte intentionnellement attention au moment présent, sans jugement. Cette qualité d'attention non jugeante est précisément ce qui manque au perfectionniste, constamment engagé dans l'évaluation anxieuse de sa performance. La pratique de l'autocompassion, développée par la Dr Kristin Neff, constitue un autre pilier de cette libération. Elle implique 3 composantes. La bienveillance envers soi-même plutôt que l'autocritique impitoyable, la reconnaissance de notre humanité commune plutôt que l'isolement dans la souffrance, et la pleine conscience de nos émotions plutôt que l'identification excessive à notre douleur. Les recherches empiriques démontrent que l'autocompassion est inversement corrélée au perfectionnisme pathologique et positivement associée à la résilience psychologique, à la motivation intrinsèque et au bien-être émotionnel. Le travail corporel conscient offre une voie complémentaire d'une puissance souvent sous-estimée. Des approches comme la méthode Feldenkrais, le Body-Mind Centering ou la Somatic Experiencing permettent d'adresser directement les empreintes somatiques du perfectionnisme. Ces schémas de tension, de restriction et de dissociation qui maintiennent la condition active, même lorsque l'esprit conscient a intellectuellement compris ces mécanismes. Comme l'affirmait le psychiatre Bessel van der Kolk, le corps garde le score. Notre histoire traumatique s'inscrit dans nos tissus, et c'est aussi là que la guérison doit s'opérer. La créativité expressive représente une autre voie puissante de libération. L'art-thérapie, l'écriture thérapeutique, la danse-thérapie offrent des espaces sécurisés pour expérimenter l'imperfection sans conséquences catastrophiques, pour explorer le processus créatif pour lui-même plutôt que pour son résultat, pour reconnecter avec cette spontanéité enfantine que le perfectionnisme a souvent étouffée. Ces pratiques activent des réseaux neuronaux différents de ceux impliqués dans notre autocritique chronique, créant littéralement de nouveaux chemins neuronaux qui contournent les circuits de la peur et de l'auto-jugement. La psychologie des systèmes familiaux nous rappelle que cette libération peut nécessiter un travail sur les loyautés invisibles qui nous lient à nos systèmes d'origine. Bert Hellinger, fondateur des constellations familiales, soulignait comment nous portons inconsciemment les fardeaux, les attentes et les dettes émotionnelles de nos ancêtres. Le perfectionniste découvre souvent qu'il porte non seulement sa propre terreur de déplaire, mais celle de générations entières qui n'ont pu résoudre ce conflit fondamental entre authenticité et acceptation sociale. Cette dimension transgénérationnelle trouve un écho dans les traditions chamaniques qui conceptualisent une certaine souffrance psychique comme des maladies de l'âme, nécessitant des rituels de guérison spécifiques. Dans cette perspective, le perfectionnisme pathologique peut être compris comme une fragmentation de l'âme, une perte de parties essentielles de notre être authentique, qui doivent être rituellement rappelées et réintégrées. Les psychologues jungiens, comme Jen Shinoda Bolen ou James Hillman,
ont exploré ces parallèles entre pratiques chamaniques traditionnelles et processus psychothérapeutiques contemporains. Le chemin de la libération implique également une réévaluation profonde de notre relation au succès et à l'échec. Le philosophe Alan Watts soulignait cette sagesse paradoxale. Le seul moyen de réussir est d'être prêt à échouer. Encore, le perfectionniste doit apprendre à voir l'échec non comme l'opposé du succès, mais comme sa condition préalable, son compagnon nécessaire dans toute entreprise authentiquement créative et transformatrice. Cette libération n'est pas un état final à atteindre, mais un processus continu, un déploiement permanent de possibilités nouvelles. Comme l'affirmait Carl Rogers, fondateur de l'approche centrée sur la personne, le paradoxe curieux est que lorsque je m'accepte tel que je suis, alors je peux changer. La libération du perfectionnisme n'est pas l'abandon de toute aspiration à l'excellence, mais la transformation de la motivation qui sous-tend cette quête. De la peur à l'amour, de la contrainte à la liberté, de la performance à l'expression authentique. En dernière analyse, cette voie de libération nous ramène à cette vérité fondamentale que les traditions contemplatives ont toujours enseignée. Notre valeur intrinsèque ne dépend pas de notre performance, de notre production, de notre conformité aux attentes externes. Elle est inhérente à notre existence même, à notre présence consciente dans ce monde. Comme l'affirmait le mystique chrétien Maître Eckhart, si la seule prière que vous disiez dans toute votre vie est « merci », cela suffira. La terreur de déplaire s'évanouit, non pas lorsque nous devenons parfaits, une impossibilité fondamentale, mais lorsque nous embrassons pleinement notre imperfection comme la signature même de notre humanité, comme l'espace sacré où notre vulnérabilité rencontre celle des autres dans la danse infinie de l'existence partagée. Ce n'est pas l'absence de peur qui définit la liberté, mais notre capacité à avancer avec courage malgré cette peur, transformant ainsi notre blessure la plus profonde en notre don le plus précieux au monde. Les fissures sont ce qui laisse entrer la lumière. Cette sagesse de Leonard Cohen pourrait bien être le mantra ultime de celui qui a traversé et transcendé la terreur de déplaire, découvrant dans ses propres brisures la source même de sa lumière unique.